Bonsoir Édouard Jourdain, Bonsoir. merci d'être là sur Lundi Soir pour votre dernier livre Le sauvage et le politique, dont on va parler ensemble. Mais avant ça, j'aimerais bien recontextualiser un peu la série des vidéos qu'on a faites jusqu'ici sur le thème anthropologie, anarchisme, philosophie. Au départ, on est parti de Catherine Malabou et d'un jugement qui montrait qu'il n'y avait pas de lien en fait entre philosophie et anarchie, en tout cas entre philosophie et anarchisme, puisque ce lien était celui d'un vol. Les philosophes du XXe siècle, 6 des plus importants philosophes du XXe siècle, au lieu de s'inscrire dans la tradition anarchiste, ont dérobé le concept d'anarchie pour finalement aboutir à des raisonnements qui rejettent l'idée qu'on puisse vivre sans gouvernement ou sans forme de pouvoir. Ça se manifestait à travers des trucs comme chez Foucault, le gouvernement de soi. Le gouvernement devait toujours être là. Et donc il y avait cette idée qu'il y a un préjugé gouvernementaliste qui se maintient dans la pensée philosophique, et ce préjugé, il est structuré par ce qu'elle appelait le paradigme archique, du terme arché qui veut dire commencer, commander. Bon. Et mais dans le livre de Malabou, où il n'y avait pas d'articulation entre philosophie et anarchisme, où justement elle était manquante, cette articulation, ce qui manquait dans le livre de Malabou lui-même, c'était Deleuze déjà. Elle ne traite pas de Deleuze, et il se trouve que Deleuze, c'est un des philosophes qui s'est peut-être le plus intéressé à cette époque, à des anthropologues, et surtout à des anthropologues anarchistes, du moins politiques, comme Pierre Clastres, dans le chapitre 3 de l'Anti-Oedipe, il y a tout un développement sur l'ethnomarxisme, donc bref, sur l'anthropologie. Et il se trouve que peut-être que l'anthropologie, elle, peut permettre de faire ce lien entre l'anarchisme en termes de courant politique et la pensée ou la réflexion philosophique. En tout cas, c'était une intuition qu'on a essayé de suivre. On a vu que, par exemple, quelqu'un comme Jean Violac, qu'on a interviewé par écrit, dans son dernier livre, Anarchéologie, s'intéresser à l'anthropologie pour pouvoir fabriquer une pensée vraiment anarchiste, vraiment anarchéologique. Il y a tout un chapitre sur archéologie du commencement, il traverse plein de références anthropologiques, etc. Où on a pu voir avec Philippe Descola ou Barbara Glochowski que se joue quelque chose dans l'anarchisme qui est de l'ordre de forme de vie, sans pouvoir, sans autorité, plus horizontalisée. Bon, bref. Et ce qu'on n'avait pas encore vu, là on n'était pas encore arrivé, c'était justement à quelqu'un, comme vous, qui synthétisait à la fois théorie politique, donc en fait c'est une réflexion spéculative, c'est de la philosophie, anthropologie anarchiste surtout, d'ailleurs vous le revendiquez clairement, Scott, Graeber et Salins, enfin des auteurs plus ou moins marqués anthropologie anarchiste, et enfin qui faisait cette réflexion entre philosophie, anthropologie et anarchie. Bref, ce livre vient en quelque sorte synthétiser tous les axes qu'on a entrepris depuis le début. Et après cette introduction super longue, on va passer maintenant à la question. Peut-être point de départ, c'est ton livre s'appelle « Le sauvage et le politique ». Et est-ce que tu peux essayer d'abord de commencer par définir le sauvage et sa relation à le politique, parce qu'il m'a semblé que dans ton livre, en fait, ces deux concepts s'épousent presque. Parce que tu fais une distinction entre le politique et la politique, et le sauvage renvoie plutôt au le politique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par là ? Oui, alors, c'est un titre avant tout qui est une sorte de clin d'œil aussi à Max Weber, et le titre de son ouvrage Le savant et le politique, où dans ce livre, c'est là qu'il définit notamment l'État et la politique comme étant le monopole de la violence légitime. Bon. Et mon premier propos, c'est de dire que le politique, ou même la politique, eh bien, ne se réduit pas à l'État, déjà. Et que donc, dans les sociétés dites premières, les sociétés autochtones, les sociétés de sauvages, etc., eh bien, il y a du politique. Il y a du politique parce que, déjà, il y a des rapports de pouvoir aussi, même s'il n'y a pas d'État. Et puis, il y a des modalités d'organisation collective qui ont plusieurs objectifs, à mon avis. Alors, quand je parle de la politique, c'est cette idée qu'on va retrouver d'ailleurs dans
dans beaucoup de sociétés, dans la plupart des sociétés, c'est cette idée d'essayer d'équilibrer des forces pour conjurer l'effondrement ou l'autodestruction de la société. Et dans les sociétés sauvages, à mon avis, on retrouve déjà ce qui va être un des problèmes fondamentaux de la philosophie politique, c'est comment éviter la guerre civile, comment éviter des formes d'autodestruction de la société. Donc c'est pour ça que, à mon avis, les sociétés des sauvages, qui sont des sociétés aussi éminemment complexes, sont les premières sociétés à poser le problème fondamental de la philosophie politique. Donc ça, c'est pour moi la politique, cette idée d'équilibre des forces pour éviter la guerre civile. Et puis, le politique, alors après, bon, il y a souvent autant de définitions de la et du politique qu'il y a de penseurs du politique, mais moi, dans la dimension du politique, j'y vois une dimension plus dynamique. C'est-à-dire comment, à un moment, il y a des rencontres, des irruptions, de l'histoire, des changements qui fait qu'à un moment, eh bien, les coordonnées de l'équilibre des forces changent. Et ce qui va faire l'histoire. Parce que là aussi, très souvent, on a dit que les sociétés des sauvages sont des sociétés sans histoire. Et moi, ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que, non, déjà en germe, évidemment, il y a cette dimension historique d'une dynamique qui va faire émerger de nouveaux rapports, de nouvelles institutions, qui sont dues aussi à des rencontres parfois extérieures. Alors, c'est tout le problème en termes méthodologiques aussi, à savoir, et ça Deleuze le dit très bien à un moment dans le passage, je crois, dans un passage de Mille plateaux, si je ne me trompe pas, la question c'est de savoir toujours quelle est la part d'endogène et d'exogène. Et ça c'est toujours très compliqué, évidemment, de savoir est-ce que les changements viennent de l'intérieur, est-ce qu'ils viennent de l'extérieur, etc. Donc moi je n'ai pas privilégié une raison ou une autre, mais j'ai essayé de faire un petit peu sur le mode du kaléidoscope, comment plusieurs raisons, comment il y avait peut-être un faisceau d'indices qui nous permettaient de comprendre plusieurs phénomènes, comme évidemment la question centrale qui est celle de l'émergence de l'État, mais aussi l'émergence de la propriété, l'émergence de la représentation, des droits individuels, etc. Grosso modo. Et alors, du coup, donc on a la politique qui serait en quelque sorte une conservation d'équilibre contre un chaos qui serait la guerre civile, une espèce de tendance de s'auto-maintenir, de persévérer dans son être, et le politique qui serait comment quelque chose d'autre qui vient du dehors, une altérité, modifie ou transforme cet équilibre antérieur sans pour autant le détruire, ou sans pour autant l'emmener sous des formes où il n'y a plus ni la politique ni le politique, que tu appelles l'absolu excluant, mais peut-être on en parlera plus tard. D'abord, du coup, ce que tu n'as pas défini au passage, c'est du coup, c'est quoi le sauvage ? Oui. Est-ce que c'est une figure, c'est un concept, ou c'est des gens qui sont des sauvages, et à quel niveau, pourquoi, comment tu définis ça ? Oui. Alors, le sauvage, dans mon livre, c'est cette figure de l'altérité étrange pour nous modernes, pour faire très vite. Donc ça, même si c'est une grosse partie du livre, ça ne se réduit pas nécessairement au sauvage au sens du sauvage des sociétés autochtones ou des sociétés premières des chasseurs-cueilleurs, etc., même si c'est un gros morceau. Mais ça va être aussi l'individu, la figure, qui va venir comme une éruption pour troubler le politique, pour nous interroger. Et ça, je donne deux exemples qui encadrent l'émergence de la modernité, que sont par exemple la sorcière, qui pour moi est une figure sauvage aussi. Alors moi j'avais très longtemps cru que la sorcière c'était une figure persécutée du Moyen-Âge, mais en réalité pas du tout. C'est une figure qui va être persécutée en réalité au début de l'État moderne, avec tout un tas de théoriciens
notamment de la souveraineté ou du contrat social, comme Bodin, Hobbes, etc., qui vont écrire des traités contre la sorcière. Et puis la figure du pirate aussi, que je trouve assez intéressante, parce que, alors au-delà du folklore de ces individus qui vont aller créer une forme d'utopie avec l'île de la tortue, etc. Bon, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que l'essor de la piraterie est issu en grande partie de la fin des communs, justement, au Moyen Âge. Et ça va de pair avec l'émergence des formes de propriété capitaliste, de l'État moderne, etc. Et donc, c'est une figure sauvage qui, elle, va être sur la ligne de fuite, hein, pour reprendre un terme de Deleuze, qui vont essayer en réalité, pas tant d'être dans la confrontation, mais aussi dans la création d'un autre monde, mais qui va venir interroger le moderne et qui va frapper de son imaginaire les contemporains. Oui, là tu dis, le pirate ne veut rien détruire du tout, il veut larguer les amarres, couper le câble avec l'ancien monde pour naviguer vers le nouveau. Il veut créer sa zone autonome, sa ZAD, si bien symbolisée par l'île de la tortue, etc. etc. Donc ça recoupe donc, le pirate, la sorcière, les sociétés sans État. Est-ce que les sociétés sans État sont toutes des sociétés qui, selon toi, seraient sauvages, ou elles ont une part de sauvage, une part de non-sauvage, c'est-à-dire... D'ailleurs, c'est quoi le non-sauvage Alors... c'est une bonne question. Elles ont une part de sauvage, en effet, et peut-être de non-sauvage. Alors, je pense qu'elles ont une part de sauvage, mais avant tout par rapport à nous, en réalité. Mais eux, en tant que sauvages, je ne pense pas qu'ils se considèrent comme sauvages. Et au contraire, pour eux, ils vont avoir la définition presque opposée à celle que nous, on entend comme sauvage, c'est-à-dire comme irruption qui va venir troubler notre manière de penser politiquement, moralement, etc. C'est-à-dire que ce sont des sociétés aussi qui sont éminemment conservatrices aussi, et qui essayent de garder un ordre tel qu'ils connaissent, et justement l'irruption pour eux de l'altérité, donc ce qu'on peut considérer nous comme sauvages, est quelque chose aussi précisément à conjurer pour eux. C'est-à-dire qu'il a y compris même quelque chose de très anodin comme une naissance. Bon. Qu'est-ce qui relève plus de l'altérité qu'une naissance ? C'est un être qui arrive comme éruption dans le monde, et ça c'est quelque chose qui, pour eux, est potentiellement dangereux. Il va falloir rééquilibrer les forces, et donc là, le père doit faire tout un tas d'opérations sacrées pour rétablir l'équilibre par rapport à cette naissance. Donc, là aussi, il faut faire très attention. Et pour moi, je ne suis pas du tout dans le schéma de l'idéalisation ou même du dénigrement du sauvage au sens de société première ou autochtone. Et c'est là où peut-être parfois ça me distingue d'auteurs comme Scott ou Graeber, etc. Moi je dis, attention quand même à pas calquer la figure dite du sauvage telle que nous on la comprend sur nos sociétés aussi. Alors ils ont plein de choses à nous apprendre et on aura sûrement de quoi en parler. Mais il y a cette dimension conservatrice, cette dimension du rapport au religieux qui est omniprésent, ce poids du groupe, du collectif qui est fondamental, qui est difficilement calcable sur nos sociétés. Oui, du coup, ce qui fait la difficulté pour comprendre ce concept de sauvage, c'est qu'il recoupe à la fois des sociétés sans État et même des sociétés avant l'État, avant moins 3100 avant notre ère, et en même temps, il recoupe un concept qui est celui du surgissement, de l'événement qui vient interrompre, modifier, transformer des choses, peut-être même ce truc d'exception qui entre dans un ordre qui le modifie. Ce qui fait que, du coup, en fait, parfois, pour les sauvages, l'État,
qui va surgir du dehors, le roi guerrier qui va s'emparer du groupe, c'est le sauvage aussi, paradoxalement, et donc du coup, l'instance de civilisation qu'est l'État, en tout cas, j'ai l'impression, est en même temps, en fait, une sorte de sauvagerie. Complètement, au point même que dans les théories modernes de l'État, si on prend par exemple Hobbes, l'État est la seule institution qui demeure sauvage, en réalité. L'État, c'est toujours une institution qui demeure à l'état de nature parce que elle a absolument tous les droits, elle n'est contrainte par rien. Donc elle a le droit notamment de tuer. Alors que dans l'état de nature, tous les individus avaient le droit de s'entretuer. Enfin, c'était un état de fait, ils se tuaient les uns avec les autres. Mais avec la constitution de l'État, il n'y a plus que l'État qui est dans cet état d'exception permanent, j'allais dire, et qui donc a le droit de la nature pour lui. Donc l'État, en effet, l'État moderne, c'est encore, j'allais dire, le dernier sauvage, en quelque sorte. Donc, moi, ma théorie, c'est qu'après, il faut essayer de trouver des mécanismes, alors peut-être plus d'anticipation-conjuration, parce qu'il est là, donc on ne peut plus le conjurer à proprement parler, mais il faut peut-être le domestiquer. Ouais, on peut revenir justement sur cette idée d'anticipation-conjuration, parce que ça traverse tout ton livre. Même à la fin de ton livre, tu dis qu'il faut réévaluer nos rapports à l'État, nos rapports à l'histoire, nos rapports à l'anthropologie, du point de vue des nouvelles conjurations sauvages. Donc, en fait, tu as une sorte d'hypothèse ou de théorie qui vient de Pierre Clastres, en partie, et de Deleuze et Guattari dans Mille plateaux et dans l'Anti-Oedipe. L'idée selon laquelle il y a des sociétés qui n'ont pas été sans État parce qu'elles étaient pauvres en État, parce que ce seraient des axolotes, comme des espèces d'animaux informes, pas finis, dans le grand schéma de l'évolution, mais c'est des sociétés qui se sont constituées parce qu'elles anticipaient déjà les signes de quelque chose qu'elles ne voulaient pas du tout avoir en leur sein, la transcendance du pouvoir, l'apparition... même pas d'un chef, parce qu'il y a des chefferies, mais d'un pouvoir qui se verticaliserait et qui après se ramifierait avec des fonctionnaires. Et donc du coup, toi tu pars de cette idée qu'il y a des conjurations sauvages. Et cette fois-là, c'est pas au sens où... Enfin du coup, c'est ambigu. Ça veut dire à la fois, on conjure quoi ? On conjure l'événement du sauvage qui intervient pour détruire l'équilibre métastasique d'une société déterminée qui refuse la guerre civile, mais aussi on conjure... on conjure cette intervention. Enfin, la conjuration sauvage, c'est aussi les sauvages qui nous ont appris à penser contre l'État, à le conjurer. Il y a vraiment deux sens qui s'en mêlent, et c'est ça qui faisait moins de difficulté de lecture. Tout à fait. Et alors, ça, cette idée de la conjuration, on la retrouve déjà chez Pierre Clastres, dans son fameux ouvrage « La société contre l'État ». Et Deleuze va rajouter la dimension d'anticipation. Dans Mille plateaux, il va parler d'anticipation-conjuration. Avec Deleuze, il va notamment élaborer toute une réflexion sur comment on anticipe à un seuil. C'est-à-dire comment, à un moment, il y a ce qu'il appelle un agencement qui fait qu'il y a quelque chose qui se crée, qui se produit, mais il faut l'anticiper pour l'éviter. Alors, c'est une thèse d'ailleurs qui a été beaucoup discutée et remise en question en ce qui concerne les travaux de Clastres. C'est cette idée, pour faire très simple, que les sociétés des sauvages, entre guillemets, sont pas seulement des sociétés sans État, ce sont des sociétés donc contre l'État. Donc qui auraient conscience de quelque chose qui n'existe pas encore. Donc évidemment, tout le monde s'est embréché dans la faille, en mode, mais comment on peut conjurer quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas. Bon. Alors à cela, il y a plusieurs réponses. Enfin, il y en a une principalement, qui est celle de dire il y a des rapports de pouvoir au sein de la société des sauvages, des rapports parfois de violence, parfois de coercition, qui peuvent être entre groupes ou d'ordre interpersonnel. Et donc leur idée, ce serait de dire, donc ils connaissent ce type de rapport violent, ce type de coercition, mais ce serait de dire, surtout, il ne faut pas que ce soit institutionnalisé.
Bon. Donc, Attends, je veux pas je te coupe juste parce qu'il y a vraiment un petit moment chouette dans ton livre, dès l'introduction, où tu cites Malatesta, oui. un petit dialogue Oui. qui dit cet argument que tu dans Au dans café en 1913. Ouais. C'est un petit dialogue entre Louis et Georges, et ça dit, pour toi, ça illustre le raisonnement des sauvages concernant le fait que ils veulent pas d'État, etc. Et c'est le suivant. Nous, justement, on ferait raisonnement inverse, mais justement... Louis dit « Mais quoi ? Les hommes sont mauvais par nature, et s'il n'y avait pas les lois, les juges et les gendarmes pour nous tenir en respect, pire que les loups, nous nous dévorerions entre nous. » Donc ça, c'est l'hypothèse hobbesienne, quoi. S'il n'y avait pas les lois, on s'entretuerait, vu que la nature humaine, elle est très mauvaise et guerrière. Et puis Georges y répond « Non mais attendez, s'il en était ainsi... » Alors, il doute, s'il en était ainsi, ce serait une raison de plus de ne donner à personne le pouvoir de commander et de disposer de la liberté des autres. Effectivement, si on est des brutes épaisses par nature et qu'on veut tous s'entretuer, vaut mieux pas laisser quelqu'un... Si on concentre en effet le pouvoir dans une personne qui est une brute épaisse, ça risque de poser des problèmes. Tout à fait. Donc, alors, c'est l'argument aussi, d'ailleurs, de Clastres en ce qui concerne la chefferie. Par rapport à la question du pouvoir. Dans les démocraties modernes, c'est notamment Claude Lefort qui va développer cette idée, qui est de dire le propre du pouvoir dans la démocratie, c'est que ce sont des lieux vides. Tout le monde peut l'occuper, tour à tour, etc. Et Clastres dit, dans les sociétés sans État, à chefferie, justement, précisément, le lieu du pouvoir n'est surtout pas vide. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mec qu'on mette à ce lieu du pouvoir afin de mieux le contrôler. On sait qu'il y a un type, on sait qui il est, et à partir de là, on peut le contrôler. Et donc le chef en lui-même n'a pas du tout d'ailleurs de pouvoir au sens de pouvoir coercitif, de commandement. Son seul pouvoir, c'est celui de la parole. C'est-à-dire que le gars, il va parler et juste rappeler la loi des ancêtres. Alors là, c'est un point aussi important, c'est-à-dire que la loi des ancêtres, en effet, est fondamentale dans ces sociétés, en tout cas telle que Clastres les décrit. C'est celle qui va réguler les rapports sociaux. Là, tu dis l'arché, c'est-à-dire le principe premier de commandement, ne se trouve pas dans le chef, mais dans la loi. Et la loi, c'est la loi ancestrale, c'est la dette envers les ancêtres. Donc quelque chose d'assez impersonnel en réalité. Et le chef d'ailleurs n'a pas du tout la possibilité, par exemple, d'emmener sa société faire la guerre. S'il dit bon les gars, vous me suivez, on va aller faire la guerre à l'autre tribu, il faut qu'il y ait un assentiment total de la tribu en question, sinon il risque de se faire tuer au sens propre du terme. Donc là aussi, ça en fait une grande différence par rapport aux démocraties modernes, c'est que là, on va avoir un État ou un gouvernement qui va dire, les gars, nous, on va faire la guerre, vous avez le service militaire obligatoire, etc. D'ailleurs, il y a des anecdotes d'anthropologues qui racontent comme ça qu'ils sont en train d'étudier, début des années 70, des sociétés sans État, et puis arrive la guerre du Vietnam. Et là, les gars ils racontent aux membres de la tribu, ils disent désolé, mais là je vais devoir vous quitter parce que je suis enrôlé là dans l'armée pour aller faire la guerre au Vietnam. Et là, les mecs ils comprennent pas, ils disent mais attends, tu vas faire la guerre et alors que t'as pas envie d'y aller, c'est un mec comme ça qui dit tu dois aller à la guerre et t'y vas, mais nous viens avec nous, on va te protéger, nous c'est pas jouable quoi. Donc il y a une manière de penser qui va être complètement différente aussi par rapport à la relation commandement-obéissance. Et du coup, ça permet de penser cette idée qui est la place accordée, attribuée au pouvoir. Ça, c'est ce qui permet de le contrôler, ce qui permet de le domestiquer. Ouais. Et ça, pas forcément dans les chefferies, mais dans les royautés sacrées. Ouais. C'est-à-dire, alors là, il faut préciser, parce que pour les gens, dire royauté, ça veut dire État. Sauf que non, en fait, il y a plein de royautés sacrées, sans forme étatique, c'est-à-dire on a un roi, mais c'est un peu un soleil, il a sa cour, etc. Mais il a presque aucune influence sur le reste de la population, il suffit qu'elle soit un peu éloignée pour éviter sa violence. Mais
Il n'y Revenons a à pas, l'idée il y a pas d'administration avec, là encore, une police, une armée, des impôts, etc. Donc, ouais. Et du coup, ce que tu rappelles, ce que tu mets en valeur, c'est le fait que si le roi est sacralisé, Mm. sa sacralisation, elle sert surtout et avant tout à le limiter, Mm. à le domestiquer. Tu cites Ocar qui dit la Ouais. Constitution n'est pas une invention récente, c'est l'essence même de la royauté. Ouais. Le roi n'est pas maître, mais captif de l'institution. Et ça s'accompagne vraiment de plein plein d'astreintes en fait, au fait d'être le roi. Le roi sacré ne peut être enterré parce qu'il stérilisait le sol, etc. Ouais. Bon, il y a plein de choses. Et il y a plusieurs exemples d'historiens, d'anthropologues qui racontent comment il y a des rois, par exemple, qui sont circonscrits à demeurer sur une chaise dans la forêt. Il y a des auteurs grecs aussi qui racontent, je crois que c'est Xénophon, qui raconte comment il y a des rois qui sont littéralement emprisonnés dans des tours qui n'ont pas le droit d'en sortir. Bon. Et qui donc ont juste une valeur symbolique. Alors, la différence quand même par rapport à la chefferie, c'est que avec la royauté sacrée, il y a quand même cette idée de l'accent mis sur la dimension exceptionnelle de l'individu, du roi en question. Tu dis, il y a Quand une bien même il n'a pas de véritable pouvoir. tératologie du pouvoir, au sens où le roi sacré est toujours un peu bizarre, ou s'entoure de gens étranges, un peu inhabituels, comme par exemple là, des nains et des albinos qui entourent la cour du roi Vili de Luango, tout à fait. à Congo-Brazzaville. Ouais. Donc il va y avoir cette dimension déjà un petit peu de personnalisation du pouvoir. Donc là, on commence déjà à entrevoir quelque chose qui pourrait commencer à dessiner cette extériorité qu'on va avoir avec l'État. Mais le basculement qu'on va commencer à avoir, même s'il n'est pas définitif et même s'il n'est pas nécessairement déterminant pour qualifier l'État, c'est avec la divinisation des rois, qui a distingué de leur sacralisation. Parce que là, le roi va véritablement se prendre pour Dieu, et là, il va avoir un véritable pouvoir de commandement sur ces sujets. Alors que le roi qui est juste sacré, il va avoir une dimension davantage symbolique et pas nécessairement coercitive. Par exemple, tu rappelles que les rois sacrés, même s'ils sont responsables de la paix et de la guerre, ne font jamais la guerre, n'ont pas vraiment de verser le sang de notre homme, etc. Tournent le dos en fait à ces questions-là. Tandis qu'en revanche, le roi divinisé, c'est souvent justement au contraire un guerrier qui fait des faits d'armes et qui est associé à cette dimension de la guerre. Qu'est-ce qui fait que le roi divin est plus dangereux, en tout cas plus étatisant, que le roi sacré ? Déjà parce qu'il va avoir davantage de pouvoir au sens coercitif du terme. Il va être beaucoup moins, il va se détacher des carcans du sacré, notamment en termes de lois des ancêtres, des tabous, etc. Je prends comme exemple notamment, il y a un épisode qui est, j'allais dire presque un peu cocasse, qui est celui des pharaons en Égypte. Eux, à un moment, quand ils passent de roi sacré à roi divin, ils ont un problème, c'est que ceux qui sont morts, les rois qui sont décédés, ils continuent à avoir du pouvoir. Et en fait, ça empiète sur leur pouvoir propre, et ils en ont marre. Et ils disent, comment on peut faire pour repousser le pouvoir des ancêtres qui reposent dans le ciel, j'allais dire, pour qu'on puisse asseoir notre pouvoir sur Terre, parce qu'ils ont encore trop d'influence. Donc il y a cette idée de repousser petit à petit tout ce qui va pouvoir les contraindre. Donc ça peut se retrouver à la guerre, ça se retrouve politiquement, et puis ils vont s'adjoindre aussi petit à petit des prêtres. Donc ça c'est on peut encore imaginer des rois divins sans prêtres, mais dès lors, en réalité, qu'ils commencent à s'adjoindre notamment la figure du prêtre, là commence vraiment à pointer la figure de l'État, parce que paradoxalement, le pouvoir devient d'autant plus important, il s'étatise dès lors qu'il se divise.
en quelque sorte. Oui, dans ton livre, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler la théorie du dédoublement du pouvoir. C'est qu'en fait, le roi n'est pas tellement dangereux au départ, qu'il soit divin ou sacré, dans sa solitude ou dans sa petite cour. Parce qu'en fait, ce que dit aussi Graeber, c'est dès qu'on s'en éloigne, il n'a plus aucune influence sur nous, physique, idéologique, théorique, etc. C'est le moment où il va se dédoubler avec, en inventant des fonctionnaires, quoi. Exactement. Les premiers fonctionnaires, c'est les prêtres. Oui, exactement. Et puis, ça va leur permettre aussi de se dédouaner d'une certaine responsabilité. Parce que ce qu'on a souvent oublié aussi, c'est que, et ça, j'en parle notamment dans tout mon chapitre sur le sacrifice, dont ne parle pas beaucoup d'ailleurs Graeber, Scott, etc., mais qui, selon moi, est assez fondamental, c'est que dans ces sociétés premières ou avec les rois sacrés, etc., très souvent, le roi peut être le victime de sacrifices. On peut tuer le roi. Bon. Ce qui va changer, notamment avec le roi divin, c'est qu'il va faire reposer la charge du sacrifice sur d'autres, et notamment les prêtres. Donc s'il y a quelqu'un à dézinguer, ça va plus être lui, ça va être le prêtre qui va être en charge des affaires sacrées. Donc il va y avoir, à mesure de l'élaboration d'une bureaucratie aussi, etc., une sorte de dilution aussi des responsabilités et par conséquent aussi du sacrifice, c'est-à-dire des personnes qu'on appellerait aujourd'hui des fusibles qui sautent, quoi, qu'on va sacrifier pour la bonne cause, pour que la société puisse persévérer dans son être, quoi, en réalité. Du coup, là, en fait, dans quoi on est en train d'entrer, c'est ce que tu appelles des brèches, mais espèce de brèche fictivement, théoriquement, on pourrait dire dans une espèce de totalité équilibrée qui n'est pas encore étatique, qui n'est pas étatique, en fait, tout simplement. Et puis toi, tu as essayé quand même d'explorer un peu tout l'ensemble des endroits où normalement il y avait quelque chose comme une conjuration de cet état qui est en train d'advenir mais qui ne veulent pas, etc. Et en même temps, tu montres, par rapport à cette conjuration, tout ce qui est dialectiquement l'inverse, c'est-à-dire le sacrifice, ça permettait par exemple de dire on va tuer le roi parce qu'il n'a pas respecté telle chose, il a perdu sa sacralité, ou peu importe. Et puis soudain ça devient le moyen par lequel il se dédouble avec le prêtre qu'on va sacrifier à sa place, puis ensuite le moyen par lequel il peut punir de vie et de mort, un système juridique lié au sacrifice, contrôler la violence public, il y a plein de choses, il faut rentrer dans les détails, ce serait incroyable, mais bon. Et donc du coup, on est dans une espèce d'ambiguïté qui est dans ton livre, c'est ça qui aussi rend la lecture un peu difficile, c'est que d'un côté, on a l'impression que tu es en train de théoriser l'émergence de l'État à travers des brèches dans les dispositifs mêmes qui sont censés l'empêcher d'advenir. Tout ce qui sert à conjurer l'État et en même temps a une part qui l'entraîne vers... c'est là où il y a une part... très souvent d'ambivalence peut-être. En tout cas, j'essaie d'identifier les conditions qui permettent de franchir les seuils dont parle Deleuze. Parce que ça, alors, j'essaie d'être sur aussi une ligne de crête qui n'est pas évidente à tenir, qui est à mon avis justement ce défaut et cette qualité qu'on retrouve chez des auteurs comme Graeber et Scott. C'est-à-dire que Graeber et Scott, à mon avis, là où ils sont très intéressants, c'est qu'ils essayent de montrer comment... ils vont à l'encontre d'une histoire très, très progressiste, avec des stades nécessaires, etc. Ils essayent de montrer que, non, que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a des flux, des reflux, des conjurations, etc., que ça va un petit peu dans tous les sens en réalité, au point même que parfois, on a l'impression, et c'est à mon avis peut-être une faute de Deleuze aussi, c'est que parfois on a l'impression que tout est dans tout. Et d'ailleurs, à un moment, c'est une phrase de Graeber, je crois, où il dit, en fait, l'État, il est déjà dans les sociétés premières ou autochtones, etc. La propriété privée capitaliste aussi. Et du coup, on a beaucoup plus de mal à saisir les effets de seuil et les mouvements historiques qui peuvent procéder de telle ou telle condition. Et donc moi j'essaye néanmoins d'essayer de trouver des indices pour comprendre les conditions d'émergence de telle ou telle institution, tel ou tel phénomène. Alors en essayant d'être jamais évidemment dans
dans la monocausalité. C'est pour ça que parfois ça donne cette impression un peu de kaléidoscope. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de raisons différentes qui à un moment se cristallisent à un moment. Je pense que notamment dans mon chapitre sur les nomades et sédentaires, je pense qu'il y a ce moment notamment qui est assez crucial, qui est ce choc entre les nomades et les sédentaires, qui fait que tu peux très bien avoir une société sédentaire sans État, mais qui, de manière endogène, a priori, ne donnera jamais un État complètement élaboré, construit, etc. Et qu'il faut à un moment une rencontre, c'est-à-dire une rencontre avec une altérité radicalement extérieure, que je qualifie de nomades, donc qui vont amener aussi comme machine de guerre cet élément qui manquait pour qu'on puisse assister à la naissance d'un État en tant que tel. Et qui va avoir toujours d'ailleurs aussi ce potentiel annexionniste, d'ailleurs qui n'existe pas dans les sociétés sans État. Hein. Il n'y a pas du tout de velléité impériale dans les sociétés sans État, même si ce sont des sociétés qui se font beaucoup la guerre, en réalité. Bon. Mais qui ne va pas avoir cette dimension impérialiste qu'il va y avoir avec les États. Et c'est d'ailleurs pourquoi, à mon avis, au début en tout cas, c'est très dur de distinguer la forme État de la forme Empire. Ça va être beaucoup plus moderne et à mon avis, en fait, c'est beaucoup plus lié notamment au traité de Westphalie en 1648 qui va être lié avec la constitution d'un ordre international. Mais en réalité, et on le voit encore aujourd'hui, il suffit de voir la Russie, il y a toujours des velléités impériales au sein des États, très souvent. Mais, enfin, je digresse un peu. Non, et par exemple, si on revient sur ce que tu disais à propos de la rencontre entre sédentaires et nomades, en fait, là, c'est parce que tu critiques une hypothèse faite par Deleuze et Guattari, celle de l'idée que à l'origine, enfin, à un moment donné, il y a des machines de guerre, c'est-à-dire des espèces de groupes mobiles qui ont pour fonction de faire disparaître les hiérarchies, d'ouvrir des voies de possibilités vitales, etc., de lisser l'espace, comme dit Deleuze, mais qui, par hasard, quand ils rencontrent un État, enfin, une forme stratifiée, hiérarchisée, ça crée de la guerre, enfin, ça crée du conflit, et donc la guerre, la machine de guerre n'a pas la guerre pour objet, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle cherche à lisser l'espace, mais il se trouve qu'elle fait la guerre quand elle rencontre des États. Et Deleuze et Guattari ont cette hypothèse selon laquelle l'appareil de capture, l'État, l'appareil de capture, saisit la machine de guerre, se l'approprie, l'utilise ensuite pour se répandre et s'étendre. Et toi, tu dis, mais en fait, ça n'a pas de sens, parce que s'il n'avait pas déjà une machine de guerre pour pouvoir s'approprier les guerriers nomades, etc., ça n'a pas de sens. Donc toi, ce que tu dis, c'est plus une sorte de rencontre, d'alliance, en fait, quelque part. Et finalement, l'État semble venir moins de sa staticité. Enfin, l'État coercitif, hiérarchisé, etc., semble venir plus du dehors d'un État qui était déjà mobile et nomade et qui était celui de guerriers, etc., que de quelque chose comme une lente érection d'un truc statique. Je pense pas qu'on puisse parler d'État nomade, mais c'est véritablement cette rencontre. Il y a deux ingrédients, je pense, qui est celui du nomade et du sédentaire. Alors en effet, là où je suis pas tout à fait d'accord avec Deleuze, en effet, c'est que il imagine l'État comme appareil de capture avec uniquement une police qui, à un moment, s'approprierait la machine de guerre, on ne sait pas trop comment. Bon. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est davantage une alliance, mais alors qui, très souvent, d'ailleurs, est contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, les nomades, ils disent aux sédentaires, écoutez, si vous voulez... au début, ils sont en mode razzia, et puis à un moment, ils se disent, peut-être qu'en réalité, on a ici une vache à lait, donc on va leur proposer notre protection ou la mort, quoi, en gros. Donc très souvent, les villageois ou la petite cité, ils disent, ok, très bien, on vous accepte, et puis on va faire bon an, mal an avec vous. Mais à partir de là, il y a en effet l'intégration d'une machine de guerre, y compris au sens mobile du terme, et puis il y a un esprit nomade qui va être intégré dans l'État, avec une dimension aussi même, j'allais dire presque
presque théologique ou mythologique, c'est-à-dire que très souvent, dans les mythes d'émergence de l'État, il y a cette idée que c'est toujours quelqu'un qui va venir de l'extérieur, du ciel, de la mer, etc. Donc il y a aussi attesté dans les mythes cette idée de rencontre qui vient d'un ailleurs radical qui me semblait assez intéressante. Néanmoins, c'est vrai que du fait qu'il y a cette forme d'hétérogénéité de nomades, de machines de guerre, ça explique aussi pourquoi, y compris pour l'État, la machine militaire est toujours une alliée et un danger. C'est-à-dire que les coups d'État, ils vont être faits par des militaires, mais ils ne vont pas être faits par des policiers. Donc ça, sur ce point-là, je pense que les analyses de Deleuze sont toujours très intéressantes. Mais juste pour continuer un petit peu sur cette question de la guerre, les sociétés sans État, comme je le disais, sont des sociétés qui très souvent aussi peuvent se faire la guerre entre elles. Et quelqu'un comme Classe va dire que c'est un moyen aussi de conjuration de l'État. C'est-à-dire qu'elles vont se faire la guerre pour éviter qu'à un moment il y ait de la fusion entre différentes unités. Donc on va être toujours, la guerre va permettre aussi une forme d'éparpillement, on va tenir à distance toujours l'autre, le potentiel ennemi. Donc ça c'est une chose. Et puis ça va créer aussi une forme d'homogénéité au sein de la société, parce qu'il y a une dimension d'homogénéité aussi qui est très, très importante pour ces sociétés-là, dans la mesure où on va se définir aussi par rapport à l'autre, hein, c'est nous et eux, quoi. Bon. Alors il y a un autre élément que met pas en exergue Clastres et qui a été mis en valeur récemment par Christophe Darmanjak, qui est très intéressant, où il montre lui que la guerre, et d'ailleurs Proudhon avait aussi cette intuition dans son ouvrage La guerre et la paix, la guerre et le conflit, c'est aussi les premières formes de justice, en réalité. Donc les guerres que se font ces sociétés-là, c'est pas tant pour conquérir des territoires, des biens, même des femmes, etc., même si ça peut arriver, que pour régler des litiges. En fait, on fait la guerre pour faire la paix, en quelque sorte, pour régler des différends. Donc ce serait une première forme de justice. Donc ça aussi, je trouvais ça intéressant, en plus... voilà, de montrer que la guerre comme première forme de droit, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Oui, à ce propos, tu cites Proudhon, et quand même c'est des citations un peu amusantes, donc peut-être les lire. Ce culte de la force qu'il faut faire remonter, c'est à ce culte de la force qu'il faut faire remonter la création de tous les rapports juridiques reconnus parmi les hommes. D'abord les premiers linéaments d'un droit de la guerre et d'un droit des gens, puis la constitution des souverainetés collectives, la formation des États, leur développement par la conquête, l'établissement des magistratures, etc. Et en gros, ce que soutient Proudhon contre tous les Rousseau du monde, qui disaient que c'était des galimatias incompréhensibles de dire qu'il y a un droit du plus fort, lui il dit vraiment la guerre a une fonction judiciaire car elle est un jugement vrai ou fictif de la force. Et il rajoute le droit de directum indique une tendance, un rapport à, donc une idée d'action, de mouvement, de force. Il n'y a pas d'autre droit que le droit des forces, c'est-à-dire leur loi des rapports, obligation d'union, d'équilibre, d'absorption, de pouvoir, d'opposition, de substitution. Ôtez l'idée de force, vous supprimez l'idée de droit, car il n'y a plus de rapport, plus de mouvement, plus d'action. Le monde est pétrifié, tout isolé et immobilisé. Et il rajoute quelque chose d'encore plus étonnant. Dans une société parvenue à un degré élevé de civilisation, la force qui abuse se diminue elle-même et tend à se perdre. En violant des droits nés sur sa tige, elle rend le sien odieux et compromet sa propre existence. En cela consiste l'horreur de la tyrannie, tout à la fois suicide et infanticide. En gros, ça veut dire pour Proudhon que une force est toujours derrière ce qu'on appelle les rapports juridiques. Elle a conquis et vaincu à un moment donné,
Et tant qu'elle elle respecte ses propres rapports d'équilibre qu'elle a imposés à l'ordre social, elle continue à dominer. Et puis lentement, cette force, quand elle commence à violer les propres droits qu'elle a posés pour pouvoir se maintenir à l'équilibre, elle commence à s'auto-détruire en fait. Elle se suicide et infanticide, c'est-à-dire elle tue son enfant qui est le droit et elle se tue elle-même. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas chez Proudhon d'opposition entre la justice et la force, par exemple. Qu'on retrouve notamment chez Pascal et ensuite chez plein d'autres auteurs. Il dit, mais en réalité, on ne peut concevoir le droit et puis même la justice au sens global qu'à partir de la force qui va être la première forme de droit, c'est-à-dire que tout droit, pour qu'il puisse exister réellement, et pas de manière complètement éthérée, idéale, etc., a besoin, évidemment, de la force. Bon. Qui a une dimension aussi politique. Quoi. Bon. Mais, ajoute-t-il, en effet, le droit et la justice, évidemment, ne se réduisent pas à la force. Et dès lors qu'en effet, la force s'absolutise ou en effet va à l'encontre des droits qu'elle a posés elle-même, là on est sur un abus de la force. Comme il va parler d'ailleurs aussi de l'abus du droit de propriété qu'il va combattre, etc. Donc là, au contraire, il dit au sens bien entendu du terme, le droit, c'est l'équilibre de forces autonomes. Hein, donc c'est les individus, les citoyens, des groupes collectifs, etc., qui ont un droit doté d'une force. Et en fait, un droit doté d'une force, c'est quoi ? C'est aussi tout simplement une capacité. Donc pas un pouvoir au sens coercitif, mais une capacité. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est un petit peu ce que dit... alors pas dans ces termes-là, mais c'est un petit peu ce que dit Hannah Arendt aussi quand elle parle quand elle fait une certaine critique des droits de l'homme dans les années 30, qui n'ont en rien permis aux réfugiés d'être protégés. C'est-à-dire que, précisément, ces droits de l'homme n'étaient pas soutenus par une force qui a pu les protéger. Donc toute la réflexion de Proudhon, c'est ça aussi, c'est comment on articule la force, le droit et la justice de manière politique pour produire pour faire en sorte que ce qu'il appelle les êtres collectifs soient dotés d'une réelle capacité politique. Et c'est d'ailleurs c'est le dernier titre de son livre posthume, hein, c'est de la capacité politique des classes ouvrières. Donc toute sa réflexion porte autour de cette notion de capacité, notamment. Donc qui est une autre forme de pouvoir, hein, mais qui n'est pas un pouvoir domination, qui est un pouvoir capacité. J'ai peut-être passé du coq à l'âne, mais c'est simplement parce qu'en fait, c'est lié à la structure de ce livre. Comme tu le dis plusieurs fois, c'est kaléidoscopique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 10 chapitres, et chaque thème abordé par chaque chapitre, l'esclavage, le sacrifice, la guerre, le stock économique, ça c'est important, l'impôt, etc. Bon, tous ces éléments que tu explores, en réalité, ils se répondent, ou alors parfois ils coexistent, parfois en fait ils sont très liés, et du coup nous on les voit comme si on entrait par des petites fenêtres, on entre dans toutes ces choses-là, mais en fait c'est lié, on a envie de faire le système dans sa tête, on a envie de reconstruire une espèce d'ordre dans tout ça. Donc du coup, je saute un peu du coq à l'âne en voulant aborder quand même une question qui est liée au droit et qui est celle de la magie et du fonctionnement de la magie, de sa réalité, de sa rationalité même, parmi les sauvages, même si, encore une fois, ce concept, il faut le comprendre, il faut le cibler. Bon, quelle est la fonction de la magie? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert dans une société déterminée? Et quel rapport on peut attacher à la magie relativement, à l'émergence de l'État? C'est-à-dire, est-ce que ça le conjure? Ou est-ce qu'au contraire, non, en fait, ça le fait un peu arriver? La magie, c'est un rapport de pouvoir, la magie, c'est une forme de guerre. Enfin, j'ai l'impression que tu dis les deux à la fois. Et donc, qu'est-ce que la magie? Bah, y a un petit peu de tout ça à la fois, en effet. Alors,
la magie, c'est un pouvoir aussi. C'est un pouvoir, alors qui s'inscrit dans un ordre, et très souvent, la magie, elle va répondre à j'allais dire, à des formules, à des modes de relations très précis. On peut se faire la guerre avec la magie, donc est-ce que la guerre à un moment conjure l'État, ou est-ce que la guerre au contraire l'entraîne? Bon, c'est une autre question. Et puis la magie, elle peut être détenue aussi par certains, ou monopolisée par certains. Alors, d'ailleurs, je montre aussi comment il y a différents types de chamans, même aussi, par exemple, où il y a, j'allais dire, une approche plus démocratique du chamanisme que d'autres. Du chamanisme hétérarchique. Voilà, et hiérarchique. Tu peux peut-être en parler rapidement. Alors, le chamanisme hétérarchique, il est beaucoup plus égalitaire, où le chaman ne veut être qu'une sorte j'allais dire de réceptacle. Alors que le chamanisme hiérarchique, on a déjà une forme de personnalisation du pouvoir avec des sujets sur lesquels il agit, etc. Et puis la magie aussi, elle a un rapport au droit, c'est-à-dire que c'est ce qui permet à la fois de conforter des rapports juridiques qui sont inscrits dans un certain ordre. Ça permet aussi tout simplement de le conserver. Par exemple, par la malédiction, par l'imprécation, par les paroles qui enveloppent le droit. Il y a des formes de tabous aussi qui vont conserver certains modes de relations, etc. Mais il y a aussi un jeu qui se fait avec la magie. C'est-à-dire que ces rapports de magie qui sont qui s'inscrivent dans des rapports de pouvoir, dans des rapports de droit, etc. C'est autant de règles aussi sur lesquelles on va pouvoir jouer. Donc, même dans les sociétés sans État, il y a déjà un jeu historique, un jeu de transformation qui peut se faire avec la magie. Il y a un autre point qui est à distinguer de la magie, j'en parle aussi un petit peu, c'est le miracle, qui à mon avis est encore plus déterminant dans l'édification de l'État. Oui, tu dis que avec le miracle, on passe à un autre régime de magie complètement qui est celui de l'exception et celui d'une causalité qui vient du dehors, d'en haut. Voilà. Et tu vois même une manière de penser, de prépenser le sujet moderne qui son action est presque miraculeuse parce qu'elle vient de lui, on sait pas. Bon, mais vas-y, pardon. Oui, non, exactement. C'est-à-dire que la magie, déjà, elle va toujours être dans un monde à partir de ce qui est déjà là. Tandis que le miracle, il va toujours être, alors souvent, d'ailleurs par l'intermédiaire de prophètes, il va trouver sa légitimité d'un extérieur radical, donc non plus du mondain, mais de l'extramondain. Et ensuite, il va être lié à la notion de création. Et alors un autre élément qui est important, c'est que la magie va toujours être l'œuvre souvent d'initiés, donc il y a une dimension ésotérique, tandis que le miracle, c'est quelque chose qui va être public, donc véritablement exotérique. Mais à chaque fois, en réalité, aussi bien avec la magie que le miracle, très souvent il va y avoir un nœud qui va se constituer pour légitimer un pouvoir, et à terme un pouvoir d'État, alors d'autant plus avec le miracle, dans la mesure où, en tout cas dans l'idée de souveraineté de l'État moderne, l'état d'exception, comme le disait Carl Schmitt, qui trouve son équivalent théologique avec le miracle, c'est-à-dire cette capacité pour le souverain à suspendre la loi, comme Dieu peut suspendre les lois naturelles,
eh bien, ça va être constitutif du pouvoir d'État, de la souveraineté moderne. Alors quelqu'un comme Walter Benjamin va renverser cette idée d'état d'exception en parlant d'un état d'exception d'en bas, qui va opposé à cet état d'exception d'en haut qu'on retrouve dans l'État. Il dit, en fait, toute l'histoire des opprimés, en fait, se retrouve avec cette idée d'état d'exception qu'on peut opposer à l'état d'exception de l'État. Je peux lire la citation que tu mets sur le concept d'histoire, c'est la 8e thèse de Walter Benjamin. La tradition des opprimés nous enseigne que l'état d'exception dans lequel nous vivons est la règle. Nous devons parvenir à une conception de l'histoire qui rende compte de cette situation. Nous découvrirons alors que notre tâche consiste à instaurer le véritable état d'exception, et nous consoliderons ainsi notre position dans la lutte contre le fascisme. Ok. Alors après, avec toutes les ambivalences aussi que ça peut avoir, parce que dans l'état d'exception, y compris par en bas, il y a une sorte de rejet du droit qui peut aussi être très potentiellement dangereux. Walter Benjamin, il parle même de violence divine, au sens positif du terme. Alors moi, je suis très sceptique par rapport à ça. Et à mon avis, là, la réflexion de Proudhon est plus intéressante en matière de droit. Quand bien même, ce qui est intéressant avec cette idée d'exception, c'est aussi cette idée de singularité, qui va à l'encontre parfois de cette loi générale dont l'État va s'emparer pour imposer sa domination. Et c'est cette idée de dire, non, en réalité, chaque cas est singulier et une loi générale ne peut pas s'adapter à la complexité, à la richesse du réel. Bon, là, il y a quelque chose à penser, mais plus en termes de pluralité, je pense. Il y a quelque chose qui a un rapport... j'ai l'impression que dans l'émergence de l'État, il y a quelque chose qui a un rapport toujours avec une distinction entre deux, justement, rapports à l'imaginaire et à la situation sociale. Tout à l'heure, on parlait des chamans. Il se trouve que les chamans qui sont les plus proches de l'émergence d'un État, c'est les chamans qui, au lieu d'aller dans une tente obscure et de rester en retrait pour laisser les gens entrer en communication avec l'invisible, ce sont les chamans qui vont dans les tentes blanches, c'est-à-dire pas obscures, et qui se montrent avec qui se montrent comme les médiateurs vis-à-vis des puissances imaginaires, etc. On trouve ça donc du coup avec les chamans, au sens où quand il devient le personnage médiateur central de l'affaire, c'est là que quelque chose commence à clocher. Qui va l'être d'autant plus avec les prophètes après, d'autant plus le personnage public. Le prophète qui est important parce qu'il personnifie la parole que tout le monde pense tout bas, mais que lui il va prononcer tout haut, et puis en promettant un espoir, quelque chose. Il lui aussi, en se montrant en étant le centre, le médiateur avec les forces, c'est là qu'il devient dangereux. C'est pareil pour le roi sacré, qui est en fait à la base un médiateur avec la nature. Mais avec cette ambivalence aussi, c'est-à-dire que, y compris le prophète, c'est un individu qui va pouvoir aussi, qui a une dimension sauvage, au sens où on l'entend nous, parce qu'il va pouvoir bouleverser un ordre aussi. Il va créer des nouvelles coordonnées en termes d'équilibre des forces, alors pour le pire ou pour le meilleur, mais c'est quelqu'un qui va venir aussi casser le conservatisme de l'ordre existant. Donc, alors peut-être notamment en contribuant à l'émergence de la figure de l'État, mais figure de l'État qui a à concevoir aussi dans toute son ambivalence, c'est-à-dire que l'État, c'est aussi une puissance souveraine de mouvement, d'arrachement à la nature, d'arbitraire, etc. Donc avec tous les dangers, toute la tyrannie que ça peut avoir, bien évidemment, mais aussi toute une forme de liberté, d'indéterminé, etc. Donc,
c'est là où il y a une ambivalence aussi par rapport même à la notion d'État. Ouais, la notion d'État, elle est vraiment très étrange. Et en même temps, par exemple, finalement, nous, quand on pense l'État, on se représente assez spontanément l'idée, il y a un souverain, enfin, qu'il y a le roi, le monarque, le président, etc., ou le gouverneur. Mais en fait, c'est plus compliqué. L'État devient vraiment omniprésent, vraiment désagréable, enfin, devient vraiment État quand il commence à déléguer, comme on l'a dit tout à l'heure, dédoublement, à déléguer des fonctions, mais cette délégation des fonctions amenuise complètement le libre arbitre, l'arbitraire total du souverain. Plus il a des ministres, plus il a des fonctionnaires, plus il y a des rapports de co-contrôle, et du coup l'État c'est pas tellement quelque chose, enfin c'est quelque chose qui échappe en fait aux partis, aux individus, même à la personnification ou à l'incarnation du souverain. C'est quelque chose qui s'arrache en fait à la dimension juste horizontale des interactions humaines et qui semble venir d'ailleurs, quoi, d'une certaine verticalité. En tout cas, ça c'est l'hypothèse de Deleuze par exemple. Il va dire l'État, on dirait que ça surgit tout d'un coup dans la tête du despote, quoi. On ne sait pas d'où ça vient, d'un coup ça vient, ça tranche au cours du temps et de l'histoire. Ça n'a pas émergé, ça a surgi plus que même émergé lentement. Et du coup, est-ce que tu as vu ou repéré à travers toute l'anthropologie que tu as brassée, des moments de jeunesse de l'État, d'apparition de l'État, en tant que c'est une verticalité qui tranche sur les simples interactions entre les individus et qui semble vraiment venir d'une autre dimension. Enfin, Deleuze, il dit ça. L'État, il a l'air de venir d'une autre dimension, à côté de l'histoire, presque. Comme je t'ai pu te dire un petit peu auparavant, moi, je pense pas qu'il y a un ou des moments en particulier. Je pense que c'est une cristallisation de plusieurs choses. Et quand tu parles de surgissement, moi, je pense que une des figures de ce surgissement dont je te parlais auparavant, c'est en fait, alors Deleuze ne serait pas d'accord avec moi, mais cette figure du nomade de l'extérieur qui vient comme altérité radicale par rapport au sédentaire. Mais je pense qu'il y a aussi toute une cristallisation par rapport à un imaginaire aussi. On parlait des prophètes, du miracle, etc. Moi, je pense que ça a évidemment une grande importance. En ce qui concerne, par exemple, l'ère néolithique, où on dit que c'est à partir de là où il va y avoir le début de surgissement des premières formes d'État. Certains anthropologues vont dire que c'est aussi à partir de ce moment-là qu'il y a l'apparition de premières formes de divinité d'ordre presque monothéiste ou proto-monothéiste et non plus animiste. La déesse primordiale exactement. De Jacques Covin, ça c'est... Exactement. Okay. Donc, qui est assez controversé, etc. Mais je trouve que c'est assez intéressant, en tout cas, de dire que les changements aussi d'ordre matériel, économique, etc., doivent s'accompagner, presque j'allais dire au préalable, aussi d'un changement d'imaginaire. Et c'est en cela aussi qu'il y a une possibilité d'action politique aussi à un moment, c'est quand on a un imaginaire qui permet d'agir dans un sens ou dans un autre. Dans ton livre, c'est assez présent, ça, une espèce de renversement de l'hypothèse qu'on va dire marxiste, de la surdétermination de l'infrastructure sur la superstructure, c'est-à-dire en gros des conditions matérielles qui détermineraient après comment on pense, mais la pensée serait juste un épiphénomène de tout cela. En fait, dans ton livre, il y a presque systématiquement l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, la forme dans laquelle nous vivons, sociale, collective, etc., elles sont toujours à un moment donné plutôt anticipées en imagination, plutôt en fait dans la tête, et ensuite elles prennent lentement, elles font converger des matières, des rapports matériels entre eux. Et c'est pareil, par exemple, un matérialiste dirait l'accumulation capitaliste, on pourrait la voir naître avec les premiers stocks de grains, et donc ce serait le stock qui serait au principe de cette accumulation. Et toi tu dis, par exemple, en fait, c'est pas si clair.
il faut déjà qu'il y ait une valorisation collective du stock comme comme un moyen d'avoir un rapport d'autorité sur les autres, que ce soit reconnu comme tel. Sinon, le stock, il peut rester là pendant des centaines d'années sans produire un chef autoritaire qui s'accapare le stock. Ouais, et puis même s'il existe ce stock, il peut être conçu de telle manière que il a telle valeur et pas une autre, qui doit être comment dire, répartis en commun, etc., et pas accaparés par certains. Donc là, moi, je suis plutôt d'accord avec Pierre Classe, qui dit que c'est le politique qui va être premier par rapport à l'économique. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il y ait un mec aussi qui a un certain pouvoir pour notamment diviser la propriété ou les classes sociales, etc. Mais avec cette dimension de l'imaginaire sur lequel il n'a peut-être pas assez insisté ou qu'il n'a peut-être pas assez développé, que j'essaye de faire moi dans cet ouvrage. Et avec cette idée aussi que les changements historiques, que le surgissement de certaines formes politiques, etc., eh bien, très souvent, elles découlent aussi d'une forme d'imaginaire, ou en tout cas, elles l'épousent. Alors après, c'est pas pour autant que je sous-estime les éléments matériels, les contingences, etc. Et j'ai tout un chapitre sur le stock, justement, où je m'intéresse à ça. Mais, par exemple, il me semble que le phénomène de la rencontre, qui est quelque chose de matériel, est beaucoup plus intéressant que le développement des forces productives, avec le moulin à vent qui déterminerait le Moyen-Âge, etc. Donc il faut aussi un imaginaire qui permette de qualifier une société en fonction des inventions, enfin des systèmes de production, etc. Voilà, qui résultent, à mon avis, davantage d'un imaginaire et d'un symbolique que l'inverse. Il reste un peu de temps. 1h10. 1h10. Alors, peut-être pour finir, il y aurait plein de choses à dire. Par exemple, tu as toute une théorie de l'indétermination, de la profanation. Enfin bon, il y a plein de choses qui pourraient être explorées, mais je pense pas qu'on peut le faire là maintenant. Peut-être pour finir, finissons avec la conclusion, quoi. Et avec cette idée que la théorie politique, aujourd'hui, si elle veut être un peu anarchiste, elle semble devoir s'articuler à articuler en fait les éléments du passé, même les plus lointains, à l'action présente. Bon, c'est assez général, mais tu le dis de manière plutôt belle à travers Daniel Colson. Daniel Colson, oui. Et Peggy, et des gens comme ça, ou même les Quechua. Ouais. Donc, avec Ursula Le Guin, ouais. C'est ça. Donc, bon, alors, c'est quoi ce rapport, en fait, au passé qui aurait une effectivité politique maintenant, quoi, actuelle? Comment tu l'élabores, comment tu l'envisages, et en gros, comment entrer dans ces nouvelles conjurations sauvages là? Ce qui me semble intéressant dans ces conjurations sauvages, c'est comment à la base ils essayent de... alors ça peut paraître paradoxal, mais c'est comment le sauvage domestique, en quelque sorte aussi. Oui, comment il domestique le pouvoir, comment il arrive à le contrôler. Alors le pouvoir qui peut être de plusieurs sortes, le pouvoir politique, le pouvoir économique avec la propriété, etc. Donc comment faire en sorte aussi de se réapproprier peut-être ce contrôle sur des choses qui nous échappent. Alors, évidemment, pas de manière totalitaire, mais et en laissant heureusement toujours une part d'indétermination et de non-contrôle, parce qu'on ne peut jamais tout contrôler, il ne faut pas être non plus dans une forme d'hybris de la maîtrise totale, mais en tout cas une forme de contrôle davantage démocratique, qui pour moi est anarchiste en réalité. Donc comment on peut contrôler
déjà véritablement l'État, les institutions politiques, comment on peut contrôler l'économique, la propriété, comment on peut établir de nouveaux liens, de nouvelles relations à la nature, ça aussi j'en parle, mais à la fois, évidemment, sans jamais revenir totalement à ce qui a été, ce qu'on a pu retrouver dans ces sociétés, mais plutôt comment elles nous parlent aujourd'hui, comment elles peuvent raisonner par leur manière de penser, leurs pratiques, et à partir de là, essayer de créer quelque chose d'autre à partir de nos conditions à nous de modernes. Et donc, alors, t'es pas anti-moderne quand tu... Je suis pas anti-moderne. La modernité, c'est pas un enjeu de destruction. Enfin, il faut pas. Pour moi, non. Aller au-delà de la modernité. C'est pas non plus une catastrophe. C'est pas non plus. Je suis pas non plus décliniste. Je suis pas progressiste non plus au sens libéral ou marxiste du terme. Il y a un terme que j'aime bien, qui est celui d'alter-modernité. Bon, pourquoi pas essayer d'avoir une autre modernité qu'une modernité purement libérale ou capitaliste. Bon. Et donc, ça, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on retrouve notamment avec le développement d'une idée actuellement sur laquelle j'ai beaucoup travaillé aussi, qui est la notion de commun, alors qui peut être conçue de manière très différente, soit social-démocrate, avec l'idée que les communs, comme ensemble de ressources, de milieux qu'on partage avec une communauté qui émet des règles, etc., peut côtoyer l'État et le marché. Moi, je suis plutôt... j'ai une conception davantage anarchiste des communs, c'est-à-dire que je pense que cette idée de règles communes pour gérer la chose publique, l'économique, etc., doit être radicalement démocratique et empiéter aussi sur les notions d'État ou de marché, etc., pour avoir une véritable démocratisation de ces institutions, l'État et le marché. Et pour ça, il y a des stratégies juridiques qui sont très intéressantes, sur lesquelles des juristes travaillent. Il y a des stratégies économiques sur lesquelles, par exemple, des comptables travaillent. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de comptabilité, par exemple, qui est, alors j'en parle un tout petit peu dans mon ouvrage aussi, mais qui passe complètement à l'as, y compris pour beaucoup d'économistes, alors que c'est une notion qui, à mon avis, est fondamentale, parce que la comptabilité, c'est envisager ce qui compte, au sens propre du terme. Donc c'est quelle valeur on accorde aux choses, comment on détermine cette valeur, etc. Et très souvent, on a assimilé notamment la notion de capital au capital financier. Bon. Alors que la notion de capital, au sens premier, c'est ce qui est capital, ce qui compte. Et donc à partir de là, dès lors qu'on conçoit ce qui compte et ce qui est à valoriser dans un bilan comptable d'entreprise, au-delà du simple capital financier, parce que dans les entreprises actuelles, ce qui est uniquement valorisé et maintenu, c'est le capital financier au passif. Bon. Alors qu'il y aurait toute une réélaboration des comptabilités à faire, au sens post-capitaliste du terme, ou anarchiste, où on reconçoit complètement la compta, une nouvelle manière de concevoir la valeur, et donc aussi de reconcevoir l'autogouvernement des entreprises en prenant en compte aussi les acteurs des différents territoires, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement là-dessus et sur bien d'autres choses. Oui, tu dis dans le livre que le capital est... pour un capitaliste, c'est une fin en soi. Ouais. Le capital, il s'auto-valorise lui-même, c'est la fin en soi de l'activité du capitaliste. Après tout, cette définition de fin en soi, si on le déplace sur autre chose, sur les communs par exemple, qui seraient du coup des fins en soi, ça pourrait marcher. Mais du coup, ce serait un déplacement du discours, enfin, ce serait se réapproprier un concept, capital ou un mot, pour le faire passer. Mais au niveau pratique, la raison pour laquelle
l'autovalorisation du capital, c'est ça qui compte, c'est parce que c'est ça qui permet en fait d'avoir une emprise, tant par le salariat et tout, sur des gens de manière effective. Il y aurait plein de choses à dire, mais je pense qu'on peut s'arrêter un peu là. Mais je voulais finir parce qu'il y a quand même des chiffres assez chouettes quand même, garder en tête juste avec ça. C'est un truc que tu cites. C'est un type qui avait essayé de compter le nombre de morts liés à l'État. En gros, la question qui s'est posée, c'est l'État est censé assurer la sécurité de ses citoyens, des gens. La première forme comme de légitimité de l'État moderne, en tout cas, c'est de dire, au moins je vous assure la sécurité. Bon. Et donc du coup, les morts sont plutôt interétatiques dans des guerres, pas intra-étatiques. Alors lui, dans Death by Government, c'est Rummel, il dit qu'au XXe siècle, il y a eu 35 millions de victimes des guerres interétatiques entre les États, mais il y en a eu 170 millions tués par leurs propres États. Donc, soit 5 fois plus. Voilà, donc là, en fait, je veux dire, l'État n'a plus aucun argument à donner pour sa défense, même là, pour le truc ultime qui est j'assure la sécurité. Voilà, ok. Ce qu'il appelle un démocide d'ailleurs. L'État est démocide. C'est un véritable Moloch qui mange tout le monde. Pardon. Et juste peut-être sur ce rapport à l'histoire dont tu parlais, alors j'ai mis plusieurs petites citations en exergue, mais il y en a une que j'aime bien d'un auteur qui s'appelle Chesterton, où il dit il m'a paru injuste que l'humanité, en faisant éternellement tomber l'échelle sur laquelle elle a grimpé, s'emploie toujours à qualifier de mauvaises les choses qui ont été assez bonnes pour en rendre d'autres meilleures. Il m'est apparu que le progrès devait être autre chose qu'un sempiternel parricide. J'ai donc fouillé les tas d'ordures de l'humanité et trouvé un trésor en chacun. Et ça, je trouve que c'est une belle conception de l'histoire, je trouve, que je m'approprie. Voilà.